votre entreprise fonctionne, vous avez déjà un certain nombre de clients, de produits qui fonctionnent et vous souhaitez faire du développement commercial. Avoir une offre de qualité ne va pas suffire si vous ne savez pas comment la vendre. La création d'un produit ou d'un service exceptionnel, c'est un prérequis. Mais sans une stratégie commerciale efficace, son potentiel restera malheureusement inexploité parce que vous n'aurez pas des clients qui vont venir à vous et qui vont vouloir vous découvrir. Une bonne stratégie commerciale joue un rôle clé dans la conversion des prospects en clients fidèles. Ça va vraiment vous permettre de structurer vos efforts de vente, de cibler les bons clients et d'augmenter vos chances de succès. Dans cette partie, nous allons voir comment structurer un bon développement commercial pour attirer plus de clients et augmenter votre chiffre d'affaires. Le développement commercial, c'est vraiment le moteur de la croissance d'une entreprise. Un bon produit ou service sans stratégie commerciale risque de passer inaperçu et de limiter votre progression. Donc l'idée ici, ça va être de voir qui sont vos clients, quels sont les produits qui fonctionnent le mieux et comment vous pourriez les développer. C'est parti! Une fois que votre entreprise est lancée, avoir une offre commerciale ne suffit plus. Il faut avoir une réelle stratégie de développement pour pouvoir pérenniser la relation avec vos clients et être sûr que ça dure dans le temps. Votre produit, votre service répond bien à un besoin client. Il y a un marché, des personnes prêtes à payer pour cela. C'est une très bonne chose et c'est un très bon début. Il est maintenant temps de définir plus précisément le processus de vente afin de renouveler plusieurs fois l'expérience et de pérenniser à travers une offre commerciale votre entreprise. Vendre une offre commerciale ne se résume pas à proposer un produit ou un service. Cela implique de comprendre les besoins des prospects, de construire une proposition de valeur attractive et de tisser une relation solide à travers le temps. Et peut-être même de proposer, pourquoi pas, des variantes de votre produit ou service pour aller conquérir de nouveaux marchés, si c'est possible de développer dans cette direction-là. Dans cette méthode, je vais vous accompagner pas à pas dans la mise en place d'une stratégie de développement commercial efficace, du ciblage des prospects au développement d'un portefeuille client durable. Développer une stratégie commerciale solide, c'est comme construire une maison. Il faut poser les fondations, ériger les murs et aménager les pièces. Chaque étape est essentielle pour assurer la solidité et la pérennité de votre bâtiment commercial. Les fondations, ça va vraiment être l'analyse de votre environnement. Donc avant de construire, c'est indispensable de comprendre le terrain sur lequel vous allez bâtir. Donc des outils comme l'analyse SWOT qui sont faciles à mettre en place sont des outils précieux pour cela. Donc comprendre vos forces, quels sont vos atouts, vos produits phares, votre entreprise, votre expertise, votre équipe, donc à un instant T, d'accord, hein, une fois maintenant que vous avez lancé, de comprendre aussi d'accepter quelles sont vos faiblesses, quels sont les points faibles, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, quels sont les points sur lesquels vous manquez un petit peu de ressources, vous avez une concurrence qui est un peu plus féroce et qui vous surpasse sur ces points-là, d'accord. Quelles sont les opportunités également, quelles sont les tendances du marché sur lesquelles vous pourriez vous positionner. Quels sont les nouveaux segments de marché à conquérir? Qu'est-ce que vous pourriez faire en plus? Et enfin, quelles sont les menaces? Quels sont les points sur lesquels il y a des risques potentiels que vous souhaitez surpasser? Est-ce qu'il y a de nouveaux entrants sur le marché qui font mieux, qui font différemment, d'accord, qui peuvent, pourquoi pas aussi être dans l'esprit de vos clients et de vos prospects? Est-ce qu'il y a des changements réglementaires? Tout simplement, parfois, ça peut aussi être ça, hein, les menaces, d'accord. Donc vraiment aller chercher sur ces 4 points-là et surtout proposer des solutions, d'accord. Donc les forces, ok, c'est très bien, c'est des forces à mieux mettre en avant. Les faiblesses, il faut essayer de proposer des solutions. Les opportunités, voir comment vous pourriez les saisir. Et les menaces, voir comment y faire face, d'accord. Faire des points d'attention. Ensuite, vous allez avoir les murs. Les murs, c'est la segmentation, c'est votre proposition de valeur. Donc une fois que le terrain est analysé, il va falloir construire les murs de votre stratégie. Donc la segmentation, c'est le fait de diviser votre marché en segments distinctifs pour mieux cibler vos actions. L'idée, ça va être par exemple de segmenter votre marché par âge, par secteur d'activité, par taille d'entreprise, d'aller voir qu'est-ce qu'il va y avoir comme point commun entre tous vos clients ou tous vos meilleurs clients pour pouvoir réduire vos actions, réduire votre offre ou mieux cibler votre offre, hein, d'accord, mieux la catégoriser, principalement vers ces typologies de personnes-là pour mieux répondre à leurs besoins. D'accord. Donc d'affiner votre proposition de valeur. Donc qu'est-ce qui va vous différencier votre offre de celle des concurrents au final, d'accord? Quels sont les problèmes que vous résolvez dans la vision de vos clients? Pourquoi est-ce qu'ils viennent chez vous, d'accord? Pour rendre votre objectif, pour rendre votre proposition de valeur toujours plus claire, plus concise et du coup plus percutant, d'accord?
En demandant à vos clients pourquoi ils viennent chez vous, vous allez pouvoir améliorer ce qui va, améliorer ce qui ne va pas, et encore plus mettre en avant la raison pour laquelle ils doivent venir vous voir. Ensuite vient le toit. Le toit, c'est les canaux de vente et les objectifs. Donc le toit va protéger votre maison des intempéries. D'accord ? Donc de même, vos canaux de vente ils vont protéger votre offre et vous permettre d'atteindre vos clients. Donc il y a les canaux de vente. Donc il faut bien choisir les canaux de vente les plus adaptés par rapport à votre cible, à votre budget. D'accord ? Donc la vente directe, la vente en magasin, le e-commerce, les réseaux sociaux, les partenariats que vous allez mettre en place. D'accord ? Comment est-ce que vos clients accèdent à vos produits et services ? Et aussi fixer des objectifs commerciaux pertinents, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Donc par exemple, augmenter de 20% votre chiffre d'affaires sur le segment des PME d'ici la fin d'année. Ça va être un objectif précis et un objectif commercial atteignable. Ensuite vient l'aménagement intérieur. Donc il y a plusieurs outils pour aménager votre intérieur. Donc vous allez pouvoir, pour rendre votre maison, votre entreprise fonctionnelle et agréable à vivre, vous avez des besoins en termes de meubles, des besoins en termes d'équipement. De la même manière, vous avez besoin d'outils pour mettre en œuvre votre stratégie commerciale. Donc, ça peut être un outil de CRM, d'accord, de gestion de Customer Relationship Management ou de GRC, gestion de la relation client. Donc, ça va être un outil un peu ou un tableur qui va vous permettre de centraliser toutes les informations sur vos clients, de suivre les interactions que vous avez avec eux et d'essayer d'améliorer cette relation client. D'accord ? D'aller tirer le maximum d'informations de leur part pour pouvoir améliorer votre offre, vos produits et vos services. Vous allez pouvoir aussi ajouter des outils d'automatisation comme l'emailing, comme les campagnes publicitaires ciblées, comme les réseaux sociaux. D'accord ? Ces outils vont vous permettre d'optimiser votre relation marketing, d'optimiser vos actions marketing et commerciales en optimisant, en automatisant certaines choses. D'accord ? Et bien sûr, l'analyse concurrentielle. D'accord ? En surveillant vos concurrents, vous pourrez anticiper leurs mouvements et ajuster votre stratégie en fonction. Donc, définir une stratégie de développement commercial, c'est un processus qui va être itératif, d'accord, qui prend quand même un petit peu de temps, mais qui nécessite une bonne connaissance de votre marché, de vos clients et de vos concurrents. D'accord ? Marché, clients et concurrents. En suivant l'étape que nous allons voir ensemble, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour atteindre vos objectifs de croissance. Pour créer et développer un portefeuille de clients solide, il est essentiel pour la croissance de l'entreprise de bien connaître vos clients. C'est un processus un peu continu qui nécessite une stratégie bien définie et surtout une exécution rigoureuse. Donc la première étape, ça va être la prospection. D'accord ? C'est le premier contact avec le client, le premier contact avec le prospect, je dirais même. D'accord ? Donc savoir identifier de nouveaux prospects, donc avec des bases de données, avec des outils de recherche, avec des personas très précis, via les réseaux sociaux, sur les salons professionnels. Déjà, ça va être de savoir, pourquoi pas, rentrer en contact avec eux ou faire des appels à froid, d'accord, un contact direct et personnalisé pour présenter votre offre et aussi connaître les prospects potentiels, d'accord, essayer de voir s'ils ont un intérêt à passer par vos produits, par vos services. Ensuite, ça va être la mise en contact, ça peut être via un email ou par téléphone, d'accord, envoyer des campagnes ciblées, par exemple, pour générer de l'intérêt, d'accord. Ensuite, il y a les réseaux sociaux, parce que les clients, les prospects potentiels, ils peuvent aller vérifier ce que vous leur avez dit. Donc, ça peut aussi être via LinkedIn, via Facebook, via X, YouTube, etc. Donc, parfois, ils vont vouloir engager la conversation et développer leur réseau, développer leurs connaissances, pour aller vérifier si ce que vous leur avez présenté, ils en ont réellement besoin. D'accord, il y a aussi les salons professionnels, bien sûr, en physique, pour rencontrer des prospects. Et là aussi, il y a cette phase de face à face, où le prospect se pose la question de s'il a vraiment besoin de votre produit ou de service, d'accord. Ensuite vient la phase de qualification, d'accord, pour savoir qui est le client ou la cliente idéale. Donc c'est à vous aussi de poser les bonnes questions pour que vous puissiez vérifier que vous avez en face de vous le bon prospect, mais que le bon prospect puisse aussi vérifier qu'il a besoin de vous. Donc pour évaluer l'intérêt du prospect potentiel, et vous allez pouvoir poser des questions telles que quels sont vos principaux défis dans ce domaine, quelles sont vos priorités actuelles, d'accord, quel est votre budget pour ce type de projet, pourquoi est-ce que vous pensez avoir besoin de nous, qu'est-ce que vous aimez chez nous, qu'est-ce que vous n'aimez pas chez nous, d'accord. Et parfois, souvent, grâce à ça, vous allez réussir à créer des profils types, d'accord, à définir des caractéristiques pour votre client idéal, et vous allez pouvoir mieux cibler vos efforts. C'est-à-dire que rapidement, vous allez pouvoir identifier si, par rapport aux réponses que vous donne le prospect, ils peuvent être ou non vos clients, est-ce qu'ils ressemblent à vos anciens clients, d'accord. Alors, il peut y avoir des exceptions, mais souvent, il y a quelques points communs qui vont revenir, d'accord, liés aux problématiques, ou répondre liés aux besoins qu'ils vont avoir identifiés chez eux. Ensuite va venir la phase de nurturing.
Il va falloir entretenir la relation. Donc ça peut être aujourd'hui grâce à du contenu personnalisé, hein. Donc du contenu simplement sur des vidéos, du contenu sur les réseaux sociaux, des e-books, des webinaires, des newsletters, d'accord, pour aller nourrir les prospects potentiels, leur envoyer des bons signaux, des signaux positifs. Bien sûr, aujourd'hui, ça, vous pouvez l'optimiser, l'automatiser avec des outils comme le marketing automation, d'accord, pour envoyer des messages personnalisés par mail ou via les réseaux sociaux aux différents stades du parcours client, d'accord. Et bien sûr, ce qu'il faut, c'est un suivi régulier. C'est-à-dire qu'il faut rester en contact avec vos prospects pour maintenir leur intérêt et répondre à leurs questions le plus souvent possible. D'accord, vous voyez, Coca-Cola, ils n'arrêtent pas la publicité parce qu'ils sont connus, mais ils veulent sans arrêt réussir à rester dans l'intérêt, réussir à rester à l'esprit du prospect potentiel. Et la dernière étape, ça va être bien sûr la segmentation de votre portefeuille. Ça, c'est vraiment un atout précieux, c'est-à-dire que vous avez un portefeuille de clients, il est essentiel de le segmenter pour mieux le gérer, adapter vos approches commerciales, pour aller comprendre qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et avoir plusieurs catégories de clients. D'accord ? Vous allez pouvoir avoir par exemple les clients stratégiques, donc ce sont vos plus gros clients, ceux qui génèrent le plus de chiffre d'affaires, donc eux, il faut leur accorder une attention toute particulière, d'accord ? Et leur proposer des offres personnalisées dès que possible. Il va y avoir les clients réguliers, donc c'est les clients qui achètent régulièrement, hein, d'accord, qui ont des achats récurrents, et l'idée, eux, c'est de les fidéliser, en leur proposant des programmes de fidélisation, par exemple, des offres exclusives, ou encore des services clients privilégiés. On va essayer de faire pour qu'ils restent réguliers et qu'ils soient contents d'être des clients réguliers. Et après, bien sûr, il y a les clients opportunistes, qui font des achats totalement occasionnels. Pour eux, il faut quand même mettre en place des actions de relance ciblées. Donc si c'est tous les ans, il faut que ce soit quand même tous les ans, pour les transformer en clients le plus régulièrement possible. D'accord. Alors, bien sûr, à chacune de ces étapes, il faut que vous sachiez rédiger du contenu commercial convaincant, que ce soit aussi par téléphone, par mail, via les réseaux sociaux. Il y a un certain nombre de clés pour une communication efficace. Donc la rédaction de contenu commercial, c'est vraiment un art qui consiste à transformer des prospects en clients. Pour cela, il est essentiel de créer des messages clairs, pertinents et percutants. Voici quelques principes fondamentaux. Tout d'abord, la clarté. Donc votre message doit être facile à comprendre, même pour un public non averti. Donc évitez le jargon technique et les phrases beaucoup trop longues. La personnalisation. Adressez-vous directement à votre prospect en utilisant des pronoms personnels, par exemple vous, votre, et en mentionnant ses besoins spécifiques. La preuve sociale. La preuve sociale, ça va être important. Donc les témoignages clients, les avis clients, les études de cas, les statistiques qui renforcent la crédibilité de votre offre, tout ça, ça va beaucoup jouer dans votre sens. N'oubliez pas les appels à l'action. Indiquez clairement à votre prospect ce que vous attendez de lui. Cliquez sur un bouton, remplissez un formulaire, consultez notre offre, appelez-nous, réservez un appel. Il faut que vous leur dites précisément qu'est-ce qu'ils doivent faire. D'accord ? Et il faut que ce soit concis. D'accord ? Les gens sont de plus en plus pressés. Allez droit au but et évitez les digressions. Un exemple de structure de mail efficace. Donc, pour qu'un email soit bien structuré, s'il est bien structuré, vous augmentez considérablement vos chances de conversion. C'est-à-dire qu'il faut vraiment respecter certaines grandes règles. Tout d'abord, l'objet. Il faut savoir dans l'objet attirer l'attention. D'accord ? Il faut utiliser une formule intrigante ou une question qui suscite la curiosité. Il faut que l'internaute ait envie d'ouvrir votre email. Il faut quand même être précis. D'accord ? Indiquez clairement le bénéfice de votre prospect. Il faut lui dire pourquoi il doit ouvrir votre mail. D'accord ? Il faut qu'il comprenne pourquoi il a intérêt à l'ouvrir. Un exemple, vous souhaitez augmenter vos ventes de 20%, découvrez notre solution. La personne, si elle se sent concernée, elle trouve ça intriguant et là, elle va ouvrir votre mail. Première étape. Ensuite, l'introduction. Identifiez le problème. Montrez que vous comprenez le challenge de votre prospect. D'accord ? Créez un lien, utilisez une anecdote ou une statistique ou une donnée qui fait que ça va peu illustrer votre propos et que l'internaute se dise oui, c'est vrai. Par exemple, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos campagnes marketing ne convertissaient pas autant que vous le souhaitiez ? Et la personne va dire oui, c'est vrai, effectivement, je me pose cette question. Et du coup, arrive la partie solution. Donc là, vous présentez votre offre. Seulement, n'arrivez pas en vendant votre produit. Le client ne vous a rien demandé, il n'en a pas besoin. D'accord ? Il faut d'abord qu'il comprenne pourquoi il en a besoin. Donc, après avoir fait l'introduction, là, vous arrivez sur la solution et vous expliquez clairement comment votre produit ou service peut résoudre le problème que vous voulez identifier. Mettez en avant les bénéfices, d'accord ? Donc, montrez comment votre offre va améliorer la vie de prospect, le faire gagner du temps, le faire gagner de l'argent. Un exemple, notre solution d'email marketing automatisé
vous permet de cibler vos clients de manière ultra personnalisée et d'augmenter votre taux de conversion. D'accord. Ça, c'est un exemple de solution pertinente. Ensuite, ajouter de la preuve sociale, donc des témoignages clients. Par exemple, citer un client satisfait qui a obtenu des résultats grâce à votre produit ou service. Présenter un cas concret qui illustre l'efficacité de votre solution. Utiliser des chiffres pour renforcer votre argumentaire. Un exemple, ça pourrait être 90% de nos clients ont constaté une amélioration de leur chiffre d'affaires après avoir utilisé notre plateforme, par exemple. D'accord. Et après, un CTA, un appel à action, un click to action. D'accord. Arrêtez avec cordialement. Personne ne sait quoi faire après. C'est stressant. Cordialement, qu'est-ce que je fais? Ils ne savent pas quoi faire. D'accord. Donc soyez clair et concis. Utilisez un verbe d'action fort. Cliquez, découvrez, réservez, consultez. Créez un sentiment d'urgence quand même. D'accord. Utilisez l'expression comme offre limitée, place limitée. Par exemple, ça peut être cliquer ici pour demander une démonstration gratuite et découvrir comment vous pouvez transformer votre entreprise. Là, on ressent le sentiment d'urgence et on comprend ce qu'on doit faire. D'accord. Utilisez un message simple et direct. Misez sur la personnalisation au possible. Soignez la mise en page. C'est comme un plus aussi. D'accord. Testez différents formats. Ça peut être des emails, des articles, des vidéos, des messages sur les réseaux sociaux, etc. Et le plus important, c'est d'analyser vos résultats et d'améliorer votre stratégie au fur et à mesure. Alors vous allez vous rendre compte que la fidélisation et la relation client, c'est vraiment le cœur de votre stratégie. Fidéliser un client, c'est bien plus qu'une simple transaction commerciale, c'est bâtir une relation durable basée sur la confiance et la satisfaction. Pourquoi privilégier la fidélisation? D'abord, avoir une rentabilité qui accrue. C'est-à-dire que vous allez pouvoir acquérir de nouveaux clients, ça coûte en moyenne 5 fois plus cher que de fidéliser un client existant. D'accord. Donc l'idée, c'est que si vous arrivez à vous concentrer sur les clients déjà existants, vous allez gagner de l'argent. La recommandation. Les clients fidèles sont de meilleurs ambassadeurs. Donc ils vont avoir tendance à vous recommander et à vous, du coup, indirectement, faire un meilleur bouche à oreille et donc à vous trouver des clients. Une meilleure compréhension des besoins. C'est-à-dire que si vous entretenez la relation de vos clients, ils vont vous dire pourquoi ils viennent chez vous et vous allez pouvoir mieux apprendre, mieux comprendre et mieux adapter vos produits et vos services. Et donc mieux mettre en place un système d'amélioration continue. D'accord. Pour mettre en place une stratégie de fidélisation efficace, vous pouvez mettre en œuvre des actions suivantes. Par exemple, une communication régulière, donc via la newsletter pour informer vos clients de nouveautés, de promotions ou encore d'événements, d'accord, pour leur envoyer les offres personnalisées. Les réseaux sociaux qui vont vraiment vous permettre d'interagir avec votre communauté en temps réel et pourquoi pas de partager du contenu pertinent. L'emailing, c'est vraiment un outil pour faire de la personnalisation, d'accord, d'envoyer des messages ciblés en fonction des intérêts de chaque client. Mettre en place un programme de fidélité, donc ça peut être des points, des miles, des bons de réduction, d'accord. L'idée, c'est de pouvoir récompenser le client à chacun de ses achats et aussi de pouvoir mettre en place une action du client. D'accord. Il se dit, ah oui, d'accord, j'ai acheté et donc j'ai gagné quelque chose. Proposer des avantages exclusifs également, hein. Donc des accès privilégiés, des offres spéciales, des cadeaux, d'accord. Ça aussi, ça plaît beaucoup. Et globalement, l'idée, c'est de pouvoir offrir une expérience personnalisée. Donc d'adapter votre offre en fonction du niveau de fidélité de votre client. Le suivi après-vente aussi, hein, c'est un gage de fidélité et un gage de bonne relation. Le suivi après-vente, c'est aussi un gage de bonne fidélisation au client. Donc avec un service client réactif, assurez-vous d'avoir des réponses assez rapides, un suivi rapide et efficace surtout, hein, en cas de problème ou de questions. Mettez en place des enquêtes de satisfaction régulièrement pour demander l'avis de vos clients et améliorer votre offre pour les futurs prospects. D'accord. Par exemple, aussi quelque chose qui plaît, c'est les offres de bienvenue. En termes de service après-vente, on n'y pense pas souvent, mais c'est très bien accueilli. Donc accueillir les nouveaux clients justement avec une attention particulière, ça plaît beaucoup. Globalement aussi, de leur offrir une expérience client exceptionnelle, donc grâce à la personnalisation, avec une offre qui a l'air d'être faite que pour eux, de leur faire des facilités d'achat, donc en simplifiant leur parcours d'achat, par exemple leur proposant des réductions, des facilités de paiement, tout ça, d'accord, ou des accès directs, des coupes-fils, d'accord, hein, directement, donc des produits de qualité, donc de meilleure qualité. Il faut qu'ils aient aussi la sensation d'être un peu VIP, d'être privilégiés, et pour ça, quoi de mieux que des produits un petit peu exceptionnels, d'accord, hein, des découvertes, de leur demander leur avis, etc. D'accord, il faut qu'ils se sentent privilégiés. Après, il existe aussi d'autres leviers, hein, comme l'expérience omnicanal, donc le fait d'avoir une expérience fluide entre les différents canaux, que ce soit en physique ou en ligne, et que vos clients sentent que pour eux, il y a des efforts tout particuliers qui sont faits. D'accord.
de créer une espèce de communauté de marque aussi, donc un espace où vos clients peuvent aller dans une communauté, comme nous on a une communauté WhatsApp, vous voyez, ou un groupe Facebook privé, où les gens peuvent échanger entre eux, partager leurs expériences et se sentir comme intégrants d'une communauté de marque, c'est-à-dire participer à l'événement où il n'y a que les gens qui aiment cette marque-là, ce produit, ce service, et donc ça renforce aussi leur fidélisation. Et bien sûr, ne pas hésiter à encourager vos clients à vous recommander auprès de leur entourage, auprès de d'autres entreprises, auprès de partenaires potentiels. La fidélisation client, c'est un investissement sur le long terme qui porte assurément ses fruits. En mettant en place une stratégie de fidélisation pertinente, solide, vous renforcerez votre image de marque, vous allez pouvoir améliorer votre rentabilité et aller créer un cercle vertueux de croissance. Les clés de la réussite en développement commercial, c'est aussi de comprendre et de mesurer vos performances commerciales pour pouvoir optimiser votre stratégie et réussir à atteindre vos objectifs. Il faut donc avoir des indicateurs clés de performance, Key Performance Indicator ou KPI, vous savez, qui vont permettre de suivre votre progression, d'identifier les points forts, les points faibles et d'ajuster votre approche en conséquence. Il va y avoir plusieurs KPI, plusieurs indicateurs, comme le taux de conversion, donc qui va mesurer l'efficacité de votre processus en indiquant le pourcentage de prospects qui se transforment en clients. La valeur vie client, qu'on appelle la CLV, d'accord, c'est un indicateur qui permet d'évaluer la rentabilité à long terme de chaque client. Il prend en compte le chiffre d'affaires, je dirais, pour un client tout au long de sa relation avec votre entreprise. Et donc ça va vous donner un coût, donc en fonction du coût d'acquisition du client, le montant qu'il a dépensé, et pendant combien de temps il reste chez vous, vous allez pouvoir avoir cette espèce de valeur à vie client. Le cycle de vente, bien sûr, super important. Donc ça va correspondre au temps moyen nécessaire pour conclure une vente. Donc depuis la première prise de contact jusqu'à la signature du contrat final, d'accord, ou quelqu'un qui rentre dans vos boulangeries qui paye à la fin, d'accord. Donc effectivement, ça va être le cycle de vente, c'est important de bien le comprendre. Il peut être court, donc si par exemple il est court, ça peut être un signe d'efficacité commerciale, d'accord. Après, s'il est long et que ce n'est pas justifié, il faut aller comprendre pourquoi. Le taux de fidélisation, donc c'est un indicateur qui va mesurer la capacité de votre entreprise à conserver ses clients sur le long terme, d'accord. Donc en fonction de l'activité, ce n'est pas forcément possible, mais dès que c'est possible, si ce n'est pas le cas, il faut comprendre comment on va pouvoir les garder, en comparant justement le chiffre d'affaires et le CLV, d'accord, le coût d'acquisition client et la valeur vie client. Vous allez pouvoir évaluer à peu près la rentabilité de vos actions marketing et commerciales, donc savoir ce que vous devriez faire en plus ou en moins. Le chiffre d'affaires par client aussi, c'est un KPI qui permet d'évaluer la valeur moyenne de chaque client, d'accord, combien est-ce qu'il dépense chez vous, et il y a aussi la marge bénéficiaire, c'est la mesure de la rentabilité de vos ventes en retirant les coûts d'acquisition, les coûts de produits, les coûts de production. Donc vous allez pouvoir savoir quelle est votre marge finalement, d'accord, quel est votre bénéfice. Alors bien sûr, il existe un certain nombre d'outils pour suivre vos performances, tels que les tableaux de bord, simplement, donc un tableur Excel, un tableur Google Sheets, d'accord, où vous indiquez en temps réel vos principaux paliers d'activité, vos revenus, vos dépenses. Il y a aussi un certain nombre de logiciels de CRM qui peuvent vous aider à gérer vos relations clients et à suivre en même temps l'avancée de vos ventes et analyser vos données. Des outils d'analyse web aussi, beaucoup plus classiques, qui mesurent le trafic sur votre site web, qui mesurent l'efficacité de vos campagnes marketing, le comportement de vos visiteurs sur les sites web ou sur les réseaux sociaux, d'accord, ou plus simplement des enquêtes de satisfaction auprès des clients, d'accord, vous pouvez envoyer des formulaires, ou les appeler, etc. D'accord. Dans tous les cas, c'est important de suivre ces points pour pouvoir identifier vos points forts, vos points faibles, parce qu'il n'y a qu'en analysant vos indicateurs de performance que vous allez pouvoir identifier les domaines dans lesquels vous êtes bon et dans lesquels vous êtes moins bon, d'accord. Les domaines dans lesquels vous excellez, donc là c'est très bien, mais aussi ceux qui nécessitent une amélioration. C'est important de les identifier. Pour pouvoir optimiser votre stratégie, d'accord, donc avec ces données, vous allez pouvoir améliorer certains points de stratégie et prendre des décisions éclairées, des décisions qu'on appellera stratégiques, d'accord. Pour toujours essayer d'allouer vos ressources, et votre temps et votre énergie dans les bonnes cases. Et globalement, ça va vous motiver vous, ça va motiver vos équipes et ça va vous permettre de vous rendre compte que vous allez vers l'atteinte de vos objectifs. D'accord. Donc en choisissant les bons indicateurs, en utilisant les bons outils, vous allez pouvoir être capable de mesurer et de prendre les bonnes décisions pour développer votre activité et atteindre votre objectif. Le développement
commercial est important pour transformer un simple prospect en un client fidèle. C'est bien plus qu'une transaction commerciale. C'est établir une relation de confiance durable basée sur la satisfaction et l'écoute mutuelle. En investissant dans la fidélisation, vous assurez la pérennité de votre activité et vous construisez une base solide de clients ambassadeurs. Une question qu'il est intéressant de se poser, c'est tout d'abord de savoir ce que c'est pour vous l'économie. Alors c'est quoi pour vous? Prenez une minute pour essayer de réfléchir à une définition. D'après le Larousse, l'économie, c'est l'ensemble des activités d'une collectivité humaine relatives à la production, à la distribution et à la consommation de richesses. Donc c'est vraiment pas lié à l'argent. L'économie, c'est dès qu'on va produire quelque chose, le distribuer et le consommer. D'accord? Qu'est-ce que c'est donc pour vous un modèle économique? Créer de la valeur, gagner de l'argent. Le business model, qu'on appelle aussi modèle économique ou modèle d'affaires, décrit précisément comment votre entreprise va pouvoir gagner de l'argent et comment est-ce qu'elle va créer de la valeur. Donc, qu'est-ce que vous vendez, à qui est-ce que vous le vendez, comment est-ce que vous le vendez, et dans quel but et pour quel bénéfice vous le vendez. D'accord? C'est important de réfléchir à son modèle économique ou business model pour pouvoir savoir plus précisément comment vous allez gagner de l'argent et si vous prenez le temps de définir ça, vous allez avoir une stratégie très précise qui permet de savoir où est-ce que vous devez mettre de l'énergie pour pouvoir gagner de l'argent au final. D'accord? C'est important de se poser les bonnes questions. C'est attention, ça à différencier du business plan ou du plan d'affaires qui lui est plutôt le projet de création d'entreprise. Là, on est plutôt nous dans la phase de lancement. Donc, il existe 5 modèles économiques globalement. Donc, le modèle économique, c'est le plus classique, c'est l'achat-revente. Donc, vous achetez un produit pour le revendre, vous vendez un service, vous vendez une prestation intellectuelle, vous créez un produit artistique, artisanal ou industriel pour le vendre, ou alors vous l'échangez. D'accord? Vous faites du troc, ce qu'on appelle. D'accord? La majeure partie des entreprises se positionnent sur ce modèle, mais il existe un certain nombre de déclinaisons d'achat-revente. D'accord? La production, vous produisez quelque chose de manière artisanale ou alors avec votre esprit que vous décidez de revendre. D'accord? Ça aussi, c'est un cas qui est intéressant parce que c'est vous qui vraiment maîtrisez la production du produit à sa base. La vente d'audience, d'accord? Donc ça, c'est un autre grand modèle qui existe aujourd'hui, qui consiste à détenir une audience qualifiée et de vendre, par exemple, un espace publicitaire ou de vendre des données, c'est ce que vont faire Facebook, Instagram, Le Bon Coin, etc. Donc, par exemple, vous avez une marque d'objets et vous vous rendez compte qu'effectivement, ce serait intéressant de mettre d'autres partenaires qui, eux aussi, veulent toucher la même cible. Vous allez pouvoir revendre votre audience. Le don aussi, c'est un modèle économique en soi. Donc, la majeure partie des structures, énormément de structures type association ou entreprise à but humanitaire, où travaillent sur le fonctionnement du don. Mais c'est quand même un modèle économique, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des dons et ils vont pouvoir s'en servir. D'accord? Un autre modèle économique auquel on ne pense pas souvent, c'est les taxes. D'accord? Donc ça, c'est effectivement un modèle sur lequel les États vont pouvoir récupérer de l'argent et réussir à fonctionner comme ça. La majeure partie du temps, le modèle économique, c'est un mix un petit peu de tout ça, et c'est à vous d'aller construire votre propre modèle économique. Il est aussi important de savoir ce que c'est la consommation. C'est quoi pour vous la consommation? La consommation se définit comme l'utilisation d'un bien ou d'un service dont on ne peut se servir qu'en le détruisant immédiatement, progressivement ou en le transformant. D'accord? Donc par exemple, immédiatement vous mangez un pain au chocolat, progressivement vous utilisez les roues de votre voiture, ou en le transformant, vous cassez un œuf ou vous mélangez de la farine. D'accord? Après, face à ça, il va y avoir ce qu'on appelle les habitudes de consommation. Les habitudes de consommation, c'est quels sont les usages et pratiques en termes d'achat de produits ou de services que vont faire les utilisateurs. Comment ils ont l'habitude de dépenser leur argent, à quel moment et pourquoi. On va se rendre compte qu'il y a des habitudes de consommation qui n'existaient pas avant, qui existent désormais. Par exemple, les gens achètent beaucoup plus souvent des voitures. Ils font attention à l'impact environnemental. Il y a des lots communs, comme les réfrigérateurs, le lave-linge, la télé, des choses que tout le monde va avoir. Mais il y a aussi beaucoup de choses nouvelles, notamment liées aux multimédias, à l'environnement, à la santé, qui n'étaient pas consommées avant et qui arrivent aujourd'hui. Les offres aujourd'hui, elles sont de tout type. Elles peuvent être payantes, par abonnement, par commission, des partenariats. Il y a du freemium aussi. Freemium, c'est que c'est gratuit au début, c'est payant ensuite. La publicité, du troc, de l'échange, d'accord. Il y a énormément de typologies de paiement ou de modèles de revenus en fonction des offres. Après, bien sûr, il faudra choisir vos canaux de distribution, qu'ils soient physiques, donc en magasin, en boutique, via du drive, un click and collect. Ça peut être aussi des retraits en magasin, d'accord, en point relais par exemple, ou de la vente à distance, par téléphone ou par internet. Et aussi, pourquoi pas,
uniquement par Internet, d'accord, donc la vente en ligne, via les réseaux sociaux, via un site d'e-commerce, via votre site web, via un revendeur, d'accord, via un conseiller. Les canaux de distribution doivent aussi être adaptés par rapport à votre cible. Donc vous allez voir qu'il y a un modèle de business model, et il faudra vraiment essayer de définir, donc essayer de faire donc le meilleur ordre, c'est d'abord d'essayer de penser à vos clients, d'accord, qui sont les clients, ensuite de présenter l'offre, donc quelle sera la proposition de valeur que vous allez pouvoir essayer de mettre en avant, d'accord. Ensuite les canaux de distribution, d'accord, donc il s'agit de savoir comment vous allez pouvoir communiquer, comment vous allez pouvoir distribuer au sujet de votre offre, comment est-ce que vos clients vont pouvoir accéder à votre offre, la relation client, donc ici d'écrire plutôt, donc au-delà du produit ou du service vendu, comment est-ce que faire la fidélité client, comment est-ce que vous allez avoir de nouveaux clients, comment vous allez faciliter l'acte d'achat, d'accord. Ensuite la partie revenu bien sûr, hein, donc de savoir quelles seront les rentrées d'argent que vous prévoyez pour gérer votre activité. Donc ça peut être des prix catalogues, des forfaits, des abonnements, des locations, ou ça peut être aussi en temps réel, d'accord, hein, donc comment est-ce que vous et quand vos clients vont vous payer, quelle source de revenus est-ce que vous pensez avoir. Après, bien sûr, vous vous intéressez aux ressources clés, donc tous les moyens matériels, les moyens immatériels. Donc, les moyens matériels, il va y avoir tout ce qui est la fabrication, les matières premières, les véhicules, les locaux, tout ça. Et les matériels, c'est plutôt des logiciels, des droits d'auteur, etc. D'accord. La partie activité clé, c'est vraiment la partie la plus importante pour l'entreprise. C'est vraiment ce que l'entreprise doit faire pour maintenir le fonctionnement de son modèle économique. Donc ça peut être de l'achat-revente, ça peut être de la conception et fabrication, ça peut être d'être sur une place de marché, par exemple, d'accord. Ici, il faut définir précisément quelles sont les activités clés de l'entreprise. Ensuite, qui sont les partenaires, d'accord, pour améliorer votre offre, pour contrôler les prix, par exemple, des difficultés sur le savoir-faire, des difficultés sur les fournisseurs, etc. Pour globalement pouvoir maîtriser la production de votre produit, de votre service. Et la dernière partie, c'est la structure de coûts pour pouvoir évaluer l'ensemble des indispensables au bon fonctionnement de votre activité. Donc les coûts variables, d'accord, donc les achats de marchandises, les commissions, les matières premières, les coûts fixes, d'accord, donc les loyers, les assurances, les ressources humaines, etc. Et là, vous avez un business model qui est pertinent. C'est important de comprendre le comportement d'achat. Le comportement d'achat, c'est le processus qui conduit les consommatrices ou consommateurs à acquérir votre produit, votre service. Depuis le moment où ils découvrent votre produit ou service, au moment où ils l'achètent. Et dans certains cas, renouvellent cet achat. Il y a donc plusieurs étapes. Tout d'abord, la conscience du besoin. Donc ça, c'est tout le temps avant l'achat. La conscience du besoin. Ensuite, ils vont rechercher des informations afin de trouver la solution la plus pertinente, d'accord, et connaître toutes les solutions possibles. Ensuite, ils vont évaluer ces solutions. Ensuite vient la phase de décision d'achat. Là, ils sont convaincus qu'ils doivent acheter, d'accord. Cependant, ils n'ont pas encore acheté, d'accord. Donc, ils peuvent passer à l'action pour essayer de savoir comment concrétiser l'achat. Et à la fin, ils peuvent décider finalement d'acheter. Je peux très bien arriver dans un magasin, prendre une télé, la mettre dans mon caddie. Si je ne l'ai pas payé, je n'ai toujours pas acheté, d'accord. Même une fois que j'ai acheté, il y a quand même ce qu'on appelle le temps après l'achat, qui va être un moment où effectivement il faut continuer à les fidéliser, d'accord. Quoi qu'il arrive, ces comportements d'achat vont correspondre souvent aux besoins. Donc on se réfère souvent à la pyramide de Maslow, avec d'abord les besoins physiologiques, donc respirer, la soif, s'alimenter. Ensuite, les besoins de sécurité, donc le côté physique, moral, les revenus, l'habitation. Ensuite, l'appartenance à un groupe, d'accord, avec des amis, de la famille, des collègues, d'accord. Puis l'estime de soi. L'estime de soi, c'est une étape où on est plutôt confiant, indépendant, on a des responsabilités, et vient enfin la phase d'accomplissement personnel, d'accord. Tout ça, il va aussi y avoir des différentes motivations. Donc, des modifications. Ensuite, il va y avoir aussi des sources de motivation. Donc, il y a par exemple une motivation hédoniste. Donc là, c'est le client qui va avoir une pulsion d'achat. Il trouve que vraiment c'est plaisant, il trouve ça cool, il trouve ça sympa, et hop, il décide d'acheter. Il y a aussi les motivations oblatives, on appellera ça. Donc, c'est faire plaisir aux autres. Par exemple, pour une fête d'anniversaire, un équipement de la maison, pour les enfants, le mari, le conjoint, la femme, etc. D'accord. Il y a aussi les motivations d'auto-expression. D'accord, donc ça va être le fait de montrer un accomplissement, de montrer une estime de soi. Donc ça peut être des sculptures, tout ce qui est de la mode, des exploits sportifs. Là, c'est vraiment l'auto-expression. Globalement, à l'intérieur de ces motivations, on va avoir plusieurs mobiles d'achat.
D'accord? Qu'est-ce que le client attend de son produit ou de son service? Donc ça peut être donc, la méthode SONCA, ça vous savez, la sécurité, donc besoin d'être rassuré par la marque, la fiabilité de la vendeuse, du vendeur, du produit, le SAV, la garantie, la fiabilité, l'orgueil, donc par exemple être à la mode, faire preuve d'un certain standing, d'accord, de montrer que voilà, vous êtes comme tout le monde, la nouveauté, aimer ce qui est nouveau, besoin de changer, le produit doit être innovant, etc. Le confort, d'accord? Donc c'est besoin de bien-être, de facilité d'utilisation, que ce soit simple, pratique, rapide. Après il y a argent, donc faire des économies, ça c'est vraiment une vraie motivation. Attention, c'est pas la principale, d'accord? Au début ça arrive un peu tard. Le désir de faire une bonne affaire, d'accord? Le client va avoir le bon prix, il va comparer, il va négocier, d'accord? Et S, ça peut être sympathie, c'est le côté affectif. C'est acheter un cadeau, c'est de la spontanéité, d'accord? Le client veut passer un bon moment, il veut échanger, et voilà, c'est parti. On a le même modèle avec repères, avec besoin de reconnaissance, besoin d'éthique, besoin de bon prix, de bonne affaire, de générer des émotions, besoin de renouveau, d'efficacité ou encore de sécurité. D'accord. Donc le comportement d'achat, il a un certain processus qui tient compte de plusieurs facteurs, dans les facteurs individuels et psychologiques, le besoin, la motivation, les freins aussi, la personnalité, les besoins, les facteurs individuels et socio-économiques, donc l'âge, le sexe, le CSP, des facteurs psychologiques aussi, avec l'influence des groupes, la culture, le groupe, de vouloir faire partie, d'être à la mode, d'accord? Et aussi son positionnement par rapport au rapport à l'achat. Donc qui on est, est-ce que c'est pour nous, est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre, d'accord? Le contexte d'achat, où est-ce que ça se passe, quel est le produit, service, et aussi quels sont les incitants commerciaux, les offres, les bonnes affaires, les dates, etc. Quoi qu'il arrive, il va y avoir des freins, d'accord? Même si la motivation existe, il y a forcément des freins. Tout d'abord, le client qui doit se séparer de son argent, il va se poser un certain nombre de questions, d'accord? Donc les freins, ça peut être l'impossibilité d'achat. Ça peut être des frais de port compliqués. Ça peut être d'avoir peur d'une arnaque, d'accord? De savoir est-ce qu'il pourra se faire rembourser, est-ce qu'il pourra en échanger. La sécurité de paiement, l'absence de conseils des vendeurs ou des vendeuses. La majeure partie du temps, ce qui va démotiver à l'achat, ça va être souvent ce type de peur, d'accord? Les peurs, ça va être des espèces d'inquiétudes, d'accord? Ou alors des freins liés aux valeurs du client pour vérifier que le produit et service soient bien alignés par rapport à ses propres valeurs. Donc ça peut être lié à des critères rationnels comme la marque, le prix bas, l'esthétique, la nouveauté, la simplicité, le rapport qualité-prix, le SAV, tout ça. Ou ça peut aussi être des critères plutôt émotionnels avec l'inimabilité des vendeurs, la réputation de l'entreprise, le niveau d'expertise des commerciaux, l'état d'esprit dans lequel se trouve l'acheteur à ce moment-là. D'accord? Dans tous les cas, pensez qu'il y a plusieurs types d'achats. Il va y avoir les achats routiniers, comme son nom l'indique, donc c'est vraiment l'achat où le client achète souvent la même chose, d'accord? L'achat limité, donc il est raisonné, on fait attention, il y a un prix qui est élevé, c'est quelque chose qu'on n'a jamais acheté, c'est un nouvel achat, là on prend le temps. Ou l'achat étendu, c'est l'achat qui va durer plus longtemps dans le temps, donc par exemple on peut imaginer un achat immobilier, où là effectivement le processus est long et on sait qu'on achète pour longtemps. Donc, il y a aussi tout ça qui doit rentrer en ligne de compte quand vous proposez une offre commerciale. Une fois que tout ça est défini, vous allez pouvoir mettre en place un plan d'action commerciale. Une action commerciale, c'est une technique qui est mise en place par un commerçant pour augmenter ses ventes. D'accord? L'idée, c'est de s'adresser aux prospects, donc aux personnes qui ne sont pas encore clientes, dans l'objectif de leur faire découvrir votre offre, de leur donner envie et de les faire acheter, d'accompagner dans l'achat. Donc là, il y a la stratégie d'entreprise qui est très globale, puis il y a la stratégie marketing, quel est le marché qu'on souhaite toucher avec le mix marketing, et la stratégie commerciale avec les plans d'action commerciaux. D'accord? Donc en général, on peut faire ça une fois qu'on a déjà testé un produit sur le marché pour savoir quels sont les besoins identifiés par les clients et quelles sont leurs attentes. Alors, le plan d'action commerciale permet de fixer des priorités. Tout d'abord, ce que vous allez vendre, donc en fonction de la demande, de la marge, de la présence sur le marché, de ce que font les concurrents. À qui est-ce que vous allez vendre très précisément, d'accord? Qui est-ce que vous allez cibler comme segment de marché et comment vous allez le vendre, via quel canal de distribution. L'idée ici va être de fixer des objectifs stratégiques et quantitatif, d'accord? Par exemple, renouveler totalement nos gammes produits, ouvrir ce nouveau point de vente, donc avec des objectifs qualifiés en termes de quantité, d'accord? Vous pourrez bien sûr mettre en place des offres commerciales, renouveler si nécessaire votre identité commerciale et avoir un positionnement beaucoup plus précis et stratégique. Alors il existe plusieurs types d'actions commerciales, ça peut être de la prospection, aller chercher les clients,
les actions de communication, du réseautage, de la prescription, de mettre en place des partenariats aussi, c'est des actions commerciales, d'aller sur des salons, forums, des expositions, de faire de l'échantillonnage, de la démonstration, d'acheter des fichiers clients, c'est aussi une action commerciale, de créer des boutiques éphémères, des endroits, des lieux d'essai de vos produits, de vos services, de faire du crowdfunding. Il y a un certain nombre d'actions de prospection qui peuvent être mises en place. L'idée, c'est de savoir quelles sont les actions pertinentes par rapport à votre objectif. La dernière étape, c'est de passer à l'action, de savoir si vous avez l'effectif, les moyens financiers et humains pour passer à l'action et vous lancer. D'accord ? Vous lancer, analyser et voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et optimiser sans arrêt. Lorsque vous arrivez dans une boulangerie, vous commencez tout d'abord par entrer, puis par regarder ce qu'il y a dans la vitrine, puis par choisir, puis à confirmer effectivement votre choix, à passer en caisse et à payer une fois qu'on vous a dit le prix. C'est ce qu'on appelle un tunnel de vente. Un tunnel de vente est un parcours client structuré, depuis la prise de conscience d'un besoin jusqu'à l'achat et la fidélisation. En automatisant certaines étapes de ce parcours grâce à des outils et des stratégies digitales, vous gagnerez en efficacité et en productivité. La majeure partie d'entreprises ne se rendent pas compte qu'elles ont des tunnels de vente ou alors ne les connaissent pas. Si vous ne connaissez pas et ne comprenez pas votre tunnel de vente, vous ne saurez pas comment interagir et envoyer le bon signal, la bonne information au prospect ou au client ou à la personne à fidéliser. Un tunnel de vente est une représentation visuelle du parcours client divisé en plusieurs étapes. Tout d'abord, la prise de conscience. Le prospect découvre votre produit ou service. Ensuite, l'intérêt. Le prospect va commencer à s'intéresser à votre offre et cherche à en savoir plus. Et donc là, ce qu'il faut, c'est lui envoyer des informations. La décision. Le prospect compare votre offre avec celle de vos concurrents et prend sa décision d'achat. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir lui envoyer des arguments pertinents qui lui permettent de faire la différence entre ce que vous proposez, d'accord, et ce que font les autres, d'apporter des éléments de valeur. Ensuite, l'action, donc le prospect effectue un achat, donc là il faut que ce soit simple et qu'il comprenne comment acheter votre produit ou service. Et ensuite, la fidélisation, c'est-à-dire que le client peut potentiellement devenir ambassadeur de votre marque. L'automatisation ici va vous permettre de gagner du temps et d'optimiser la conversion de vos prospects en clients. Il y a un certain nombre d'étapes qu'on va pouvoir aujourd'hui automatiser pour que l'internaute ou le client potentiel trouve la bonne information au bon moment. Typiquement, on peut mettre en place des séquences d'emailing. Donc vous allez pouvoir envoyer des emails personnalisés à vos prospects une fois qu'ils s'est témoigné un intérêt pour votre entreprise, votre produit ou votre service. En fonction de leur comportement et de leur position dans le tunnel, vous allez pouvoir leur envoyer la bonne information. Les chatbots aujourd'hui permettent d'identifier et de répondre à un certain nombre de questions basiques, des formulaires de capture. En proposant par exemple des contenus qu'on appellera des lead magnets, des e-books, des webinaires, vous allez pouvoir récupérer l'adresse email de vos clients ou leur téléphone pour ensuite pouvoir les nourrir avec du contenu. Les pages de destination, ce sont des pages qu'on appelle aussi landing page, destinées à optimiser chaque étape du tunnel de vente. Aujourd'hui, il existe un certain nombre de logiciels de marketing automatisation comme HubSpot, Mailchimp ou Sendinblue qui peuvent vous aider à construire ce tunnel de vente. Alors, si on essaie de définir le processus des développements commerciaux, on pourrait faire une pyramide comme ça, à 4 niveaux, d'accord ? Donc, le premier niveau, ce serait la proof of concept, d'accord ? Donc, l'idée ici, c'est qu'on va essayer d'aller vérifier que l'idée qu'on a, d'accord, intéresse réellement des clients ou des clientes. Donc, ça va être des validations d'idées, d'abord, d'accord ? Ça va être ensuite des tests techniques, pourquoi pas ? Donc d'aller vérifier auprès de clients, de clientes que ce qu'on proposerait comme solution, ça peut leur fonctionner, ça peut leur correspondre en termes de fonctionnement, d'accord ? On peut aller essayer d'étudier le marché, d'aller voir quelles sont les entreprises concurrentes, quels sont les produits ou services concurrents. On peut faire, pourquoi pas, de l'expérimentation, d'accord ? Sur un échantillon restreint. Donc pourquoi pas de trouver 5 personnes pour aller leur proposer notre solution et de voir si ils trouvent ça pertinent ou non, et surtout quels sont leurs retours, d'accord ? Avec pour objectif de prouver que l'idée fonctionne.
Vous trouvez que l'idée est OK, d'accord? Ensuite, vous allez avoir une phase plutôt considérée comme la phase de prototypage, d'accord? Donc là, comme vous avez eu des premiers retours, vous allez pouvoir créer un premier prototype, donc avec un premier produit fonctionnel, d'accord? Un premier produit fonctionnel, ou alors un premier service fonctionnel, une version testable, d'accord? Une version que vous pouvez essayer en vrai. Donc les clients ou clientes peuvent essayer le service, ils peuvent essayer le produit, d'accord? Et voir ce que ça donne réellement. Dans l'idée de pouvoir faire des ajustements, d'accord? L'idée ici, c'est de recueillir des avis à une échelle un peu plus large. Donc là, on va passer peut-être de 5 à 10 personnes. Et donc là, on va mettre 5 personnes, pourquoi pas. Là, pourquoi pas 10 personnes, d'accord? L'idée, c'est vraiment ici de pouvoir faire des ajustements et des optimisations, d'accord? L'objectif ici, c'est d'avoir des retours, d'accord? Ensuite, vous allez pouvoir normalement obtenir ce qu'on appelle un MVP, un minimum viable product. C'est-à-dire que c'est une version de votre produit qui normalement est relativement minimaliste, d'accord? Ok. Donc elle a les fonctions de base. Cependant, elle doit permettre à un ou une cliente de voir les fonctions essentielles. Ok. Et de pouvoir les essayer. Ça permet normalement un premier lancement sur le marché, donc à grande échelle, d'accord? Parce qu'on l'aura créé, on l'aura testé, d'accord? Et ici, normalement, l'idée, c'est vraiment plutôt l'objectif de trouver une traction commerciale, d'accord? On va essayer d'évaluer à combien est-ce que les gens seraient prêts à payer pour ce produit ou service, d'accord? Et une fois qu'on a fait ça, donc on a réussi à tester le produit, on va avoir ce qu'on appelle le product market fit. C'est-à-dire que votre produit est en capacité d'être adopté de manière très large, d'accord? Puisqu'effectivement, vous l'avez testé, vous savez que les gens sont prêts à payer tel ou tel prix, d'accord, dans telle ou telle condition, et là, vous êtes prêt effectivement d'aller vers une stabilisation économique. D'accord? Ici, l'objectif, forcément, ça va être plutôt de faire ce qu'on appelle une scalabilité, une croissance. Donc bien sûr, à chaque fois, l'idée, c'est de passer d'un niveau à l'autre. Pour accéder gratuitement à tous nos supports pratiques, vous avez deux options. Soit acheter la méthode complète sur Amazon, soit les télécharger gratuitement via le lien ci-dessous. Vous y trouverez un test de positionnement, des conseils personnalisés d'études de cas, des checklists et plusieurs fiches pratiques. Et si vous souhaitez aller plus loin, gagner du temps et bénéficier d'un accompagnement sur mesure, rejoignez dès maintenant l'un de nos 3 programmes Start, Up ou Go. Vous pouvez également réserver un appel découverte pour faire le point sur vos objectifs et définir ensemble la meilleure stratégie pour vous.